de tous les partis de l'ensemble des départements de la région PACA. Rendez-vous samedi sur France 3 Provence-Alpes pour La Voix est libre et évidemment sur notre site internet. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19-20. Une jeune Française a été enlevée aujourd'hui à Sanaa, la capitale du Yémen. Elle travaillait pour la Banque mondiale. Revoici les drones. Tour Eiffel, Concorde, Invalides ont été survolés la nuit dernière. Aucun pilote n'a pu être identifié. Ces titres seront développés dans le journal national à 19h30. Nous regardons maintenant le journal régional Provence-Alpes. Au sommaire, l'amertume des salariés de Sanofi Labo assisteront. Ils viennent d'apprendre le montant du bonus offert à leur nouveau PDG, 4 millions d'euros en prime de bienvenue. Le succès des caméras dans les voitures. Dans les esprits, elles pourraient servir en cas de litige lors d'un accident. Et puis à 2000 mètres d'altitude dans le Briançonnais, les skieurs peuvent découvrir les univers de 5 grands photographes de renommée internationale. L'expression passe très mal auprès des salariés du groupe pharmaceutique Sanofi. Le Hello Bonus, prime d'accueil de 4 millions offerte en plus de son salaire, de ses primes et de ses actions au nouveau PDG, Olivier Brandicourt. Pour les salariés qui ont subi depuis 5 ans 4000 suppressions de postes et qui demandent une augmentation liée aux bénéfices, c'est difficile à accepter. Henri Seurin et Ali Martiniki l'ont constaté dans l'usine de Sisteron en conflit depuis plusieurs semaines. En grève depuis le 2 janvier, ils réclament une augmentation de salaire et sont sidérés par le montant de la prime de bienvenue accordée au nouveau directeur général du groupe. On apprend que le nouveau directeur général qui arrive, lui, on lui fait un cadeau de 4 millions d'euros. Donc pour nous, c'est indécent et inacceptable. Une prime de bienvenue également contestée par les élus et ceux au plus haut niveau. Autant on peut considérer que le risque, l'engagement, la réussite peuvent être récompensés. Autant, quand on arrive et qu'on n'a encore rien fait, d'avoir ce niveau de prime, je ne comprends pas, je l'ai dit, c'est incompréhensible. Nous sommes dans un moment précisément où la décence doit s'imposer. Sur les 580 salariés du site, 150 sont en grève. Concernés, les emplois postés, assurés en rythme décalé. Les grévistes demandent une revalorisation mensuelle de 120 €. La direction leur propose 70 centimes par mois et 60 € en ticket restaurant. Vous avez des salariés qui travaillent, qui demandent une revalorisation de salaire et on leur donne des tickets restaurants. Puis vous avez quelqu'un qui arrive, qui n'a pas fait ses preuves, à qui on lui donne 4 millions d'euros. On devrait avoir plus de considération pour les employés. Les grévistes rappellent que le site de Sisteron est toujours en attente d'un investissement de 12 millions d'euros pour la construction de son incinérateur. Quant au nouveau patron du groupe pharmaceutique, il devra trouver au plus vite un remède au malaise de ses salariés. En bref, le président de Marseille-Provence Métropole, Guy Tessier, a été relaxé par la justice d'une plainte pour diffamation raciale. Lors d'une visite après les élections dans un centre de déchets, M. Tessier avait regretté que les Marseillais jettent leurs ordures par terre et déclaré qu'il fallait éviter que les comportements ne s'africanisent. Un nouvel accident a tué une personne ce matin et blessé une autre sur la route de la Gineste qui relie Marseille à Cassis. 7 morts en 4 mois sur cette corniche côtière. Jean-François Georgetti et Joseph Lovette font le point sur ce tronçon apparemment difficile. La route a encore tué. Ce matin, sur la Gineste, vers 6h30, une conductrice de 40 ans décède lors d'un choc frontal avec un autre véhicule. Selon les constatations faites par les policiers, une voiture conduite par un homme de 23 ans se déporte sur la gauche de la chaussée avant de percuter l'autre circulant en sens inverse. D'après les premiers éléments de l'enquête, le conducteur rescapé aurait un taux d'alcoolémie anormalement élevé. Le préfet de police de Marseille explique que la plupart des accidents routiers sont principalement dus à un manque de respect des règles de conduite et non à l'infrastructure. La route est en bon état, la signalétique est bonne, les limitations de vitesse sont indiquées. La dernière variable qui compte, et c'est la principale, c'est l'attitude du conducteur. Donc certes, les causes sont différentes, entre la vitesse, éventuellement l'alcoolémie, le défaut de maîtrise, mais la maîtrise du véhicule reste le plus sûr moyen d'éviter l'accident. Sur cet axe routier entre Marseille et Cassis, la police organise régulièrement des contrôles de vitesse. Et pourtant,
Entre le 15 novembre 2014 et aujourd'hui, 7 personnes sont décédées sur cette route. Depuis le 1er janvier, 22 personnes ont perdu la vie dans les Bouches-du-Rhône, soit 12 morts de plus que l'année dernière à la même période. De plus en plus de voitures sont désormais équipées de mini-caméras. En 3 ans, les ventes sont passées de 28 000 à 370 000 unités. Beaucoup sur Internet. Elles permettent de filmer la route et parfois, sous réserve de servir de preuve en cas d'accident ou de litige. Dans le Vaucluse, Frédéric Poré, Jérémy Essas ont fait le test. Les accidents de voitures les plus spectaculaires sont visibles sur les sites Internet les plus connus. À l'étranger, les véhicules équipés de caméras embarquées, appelés aussi dashcam, connaissent un vrai succès. En Vaucluse, Étienne Blanc, spécialiste de l'accessoire auto, constate que la clientèle des caméras embarquées reste encore confidentielle. Le prix est sans doute un frein. Nous avons une entrée de gamme à 99,99 jusqu'à 200 €. La dashcam se fixe sur le pare-brise. Une fois enclenchée, elle filme la route lorsque l'on conduit. En cas de choc violent, la caméra embarquée permet de sauvegarder les 10 dernières minutes enregistrées, ce qui constitue une preuve de l'événement. Le parcours que nous avons effectué a été filmé. La vitesse va apparaître à ce niveau-là. Vous avez les points GPS qui apparaissent ici. Et là, le volume sonore. Mais cette caméra est tellement précise qu'elle peut enregistrer les numéros des plaques d'immatriculation. On reconnaît aussi des conducteurs et les passagers. C'est une atteinte à la vie privée. Je pense que de filmer quelqu'un qui ne sait pas qu'on va le filmer, qui n'est pas dans un endroit public, c'est une atteinte à la vie privée. La voiture, c'est un domicile. Personne n'a le droit de vous photographier dans une voiture. C'est complètement interdit, sauf les services de police qui, eux, ont une autorisation légale avec le radar de vous flasher. Mais les particuliers, avec une caméra embarquée, ils n'ont pas le droit. C'est complètement interdit. Aux États-Unis, depuis 2012, tous les véhicules neufs sont déjà équipés d'une caméra sous l'impulsion des compagnies d'assurance. Quel impact la peur du terrorisme a-t-elle sur le tourisme ? Les Marseillais, traditionnellement, partent souvent vers le Maghreb. Mais depuis des mois, cette destination, comme l'Afrique plus largement, est boudée. Le taux de réservation a rarement été aussi bas qu'au mois de janvier. Claire Lacroix, Michel Partage. Cette agence de voyage marseillaise prépare déjà les vacances d'été de ses clients. Depuis l'assassinat d'Hervé Gourdel, les pays du Maghreb inspirent la crainte. Les attentats de janvier n'ont rien arrangé. Les voyageurs sont méfiants. C'est vraiment une crainte de la destination, d'être pris sur place par rapport soit à un attentat, soit à des émeutes. Donc du coup, on fait attention parce qu'on n'a pas envie que nos clients rencontrent des problèmes sur place. La Tunisie, par exemple, quand il y a eu plusieurs mois où il n'y a pas eu de tourisme, les hôtels ont été fermés. Donc on a eu peur sur certains hôtels qu'il y ait une baisse de qualité de service. Globalement, l'Afrique ne fait plus rêver. Épidémie d'Ebola, risque terroriste, les voyageurs ne veulent prendre aucun risque. Les craintes sont multiples. Des attentats dans les gares, dans les trains, dans les aéroports. Voilà. Il y a vraiment des pays que vous avez rayés ? Ah oui. Lesquels ? La Tunisie, Turquie, tous les pays islamiques. En l'avion, on ne fait pas peur. Après, j'irai peut-être pas en Syrie. Voilà. J'irai peut-être pas en Irak. Tunisie, Égypte, je pourrais y aller. Ouais. Dans ces locaux, ce site d'information touristique relaie et recoupe les recommandations du ministère des Affaires étrangères grâce à ses correspondants locaux. Aujourd'hui, la plupart des pays d'Afrique du Nord sont déconseillés. Hormis le Maroc et la Tunisie, les réservations s'effondrent. Difficile pour les voyagistes de contrer cette tendance. Le code du tourisme est très strict. L'agence de voyage est complètement responsable de tout ce qui peut arriver pendant le voyage de son client. Aussi bien civilement que pénalement. Ça va même parfois très loin puisqu'elle peut même être responsable de prestations qu'elle n'a pas vendues. Résultat pour cet été, l'Europe de l'Est semble avoir le vent en poupe. La Norvège, l'Islande et leurs fjords sont également demandés. Refroidis mais pas tant que ça, les Marseillais plébiscitent aussi les croisières pratiques au départ de la côte. La loi Macron le prévoit, les bibliothèques pourraient avoir à ouvrir le dimanche. Le public le demande aussi, mais il faudrait bien sûr du personnel supplémentaire. Or, à Marseille, on en est loin. Dans la seconde ville de France, une partie des bibliothèques municipales ferment pendant les vacances et les horaires ont été réduits depuis l'automne dernier. Guylaine Millet-Bouquet, Francis Di César.
quel bonheur si l'on pouvait se retrouver le dimanche en famille à la bibliothèque. Avec la loi Macron, le travail dominical des bibliothécaires est à présent dans les dossiers. À Marseille, ce plaisir des lecteurs le dimanche serait-il possible? Nos agents déjà travaillent 35 heures. Dans les petites communes, souvent, c'est 19 heures hebdomadaires. Alors ça ne pose là aucun problème. Mais pour nous, ça signifierait en tout cas modifier tous les plannings. Ça nous demanderait aussi d'embaucher. Embaucher, voilà le maître mot. Pour la CGT, avant de parler d'ouverture le dimanche, il faudrait déjà aborder le manque d'effectifs. Depuis l'ouverture, on a perdu une quarantaine de postes sur l'ensemble du réseau. L'ensemble du réseau, c'est autour de 300. Et depuis l'automne dernier, les bibliothèques de Marseille, excepté l'Alcazar, ont dû réduire leurs horaires d'ouverture. La direction affirme que tout est rentré dans l'ordre. Vous pouvez faire le tour des bibliothèques. Moi, j'en suis très heureuse et je remercie son directeur parce que enfin, tout ça y est, elles sont ouvertes à des heures normales. Normal, pas vraiment. Si on détaille la fiche des horaires à l'entrée de la bibliothèque de Bonneveine, par exemple. À en juger la situation, les bibliothèques municipales de Marseille ne sont pas encore prêtes à penser au dimanche. 7 milliards d'euros, ce sont les fonds mobilisés l'an dernier par les fondations et les grands mécènes. Le 4 mars, une délégation de ces mécènes sera reçue au ministère de l'Économie. Bonsoir David Justet. Bonsoir. Vous avez fondé une revue, Le Monde des fondations, et c'est vous qui conduirez cette délégation. Qu'est-ce que vous avez à proposer au gouvernement français ? Déjà, il faut que vous compreniez que, déjà 3 chiffres pour bien saisir la réflexion que porte le gouvernement aujourd'hui. Les fondations et mécènes, vous l'avez dit, c'est 7 milliards chaque année. En France En France, c'est 80 milliards en Suisse. Ce sont des actifs en Europe qui pèsent 350 milliards. C'est une économie qui est rare, qui est dynamique. Et évidemment qui est reversée dans l'action sociale ou culturelle essentiellement. Dans la santé surtout, la santé, le social, le sport, l'art et la culture. Alors qu'est-ce que vous allez proposer au gouvernement qui donc doit être intéressé ? Le gouvernement, qui me reçoit d'ailleurs demain à Paris au Palais de l'Élysée, est intéressé pour écouter ces fondations et ces mécènes. Cette rencontre qui n'a pas encore eu lieu sera concrète à partir du 4 mars sur des projets concrets, me semble-t-il, et des actions à mener. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le gouvernement va laisser des privés se substituer à ce qui devrait être son action personnelle dans les domaines que vous venez de citer ? Absolument pas. Le gouvernement a envie de connaître l'actualité de ces gens-là, l'activité de ces gens-là, a envie de lier des ponts avec eux, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. À quoi ça sert de faire du mécénat ? Quand on est une grande entreprise ou quand on a beaucoup d'argent ? Faire du mécénat, c'est mettre un pied dans la société, c'est porter des projets concrets, c'est être acteur de sa vie. Je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui impliquent leurs salariés dans des projets. Ça crée une émulation, ça crée une véritable dynamique. On peut avoir un sentiment d'appartenance à l'entreprise, mais on peut aussi déduire des fonds des impôts, par exemple. Absolument, c'est la loi Yagan qui est l'une des meilleures lois en Europe sur ce sujet. Dans la région, quelques exemples ? Écoutez, il y a la Fondation Vasarely, qui est une des magnifiques fondations du coin. Il y a la Fondation MACGM. Si vous voulez, toutes les grandes entreprises aujourd'hui ont une fondation. Y compris les clubs sportifs. Y compris l'OM, y compris le PSG, avec qui j'étais il y a quelques jours à Paris, sur sa soirée de gala de sa fondation. Absolument. Vous avez, vous, fédéré à travers cette revue, qui est une très bonne idée, la communication finalement de ces mécènes. Est-ce que c'est comme ça qu'ils le ressentent et que vous leur vendez la participation à votre revue ? Moi, je ne vends absolument rien. Je leur propose de partager dans une communauté, dans un écosystème de fondations. On voit le dernier numéro d'ailleurs. Avec Mme Chirac, absolument. Moi, je leur propose de faire savoir leurs actions, de transmettre leurs valeurs. C'est l'intérêt de mon travail. Et j'ai plaisir à vous dire que dans le monde aujourd'hui, je suis le seul à faire une revue de ce type qui connecte des fondations de plusieurs continents. Et ce qui vous permet, vous aussi, j'imagine, de voyager beaucoup et de rencontrer beaucoup de monde. Absolument. Je rappelle simplement pour terminer, vous avez été journaliste, vous David Justet, pour qu'on sache un peu qui vous êtes, et que vous avez également été l'attaché parlementaire du député maire de Châteaurenard, Bernard Reynès. Absolument. Le monde des fondations, et nous suivrons bien sûr le résultat de cette rencontre à Paris. Merci. Merci à vous. Des médailles pour les Alpes de Haute-Provence au Salon de l'Agriculture de Paris. Le concours général agricole, l'un des plus prisés, a récompensé l'un de ses vins, 4 médailles d'or et 2 d'argent pour les coteaux de Pierrevert et une huile d'olive, 3 médailles d'or pour le domaine Salvatore d'Aimé. C'est une très bonne affaire aussi pour ses productions. Véronique Bouvier, Léo Santofanti. La coopérative de Pierrevert, créée en 1925, regroupe aujourd'hui 90 viticulteurs, des passionnés qui œuvrent depuis des années pour faire connaître leur petite appellation.
Ces médailles contribuent à cette reconnaissance. C'est aussi un gage de qualité pour la clientèle, une assurance en quelque sorte. On ne fait pas des cuves à concours. On essaie de faire bon et de faire bon en général. Ensuite, là, il y a toujours des cuves qui sont un peu meilleures que d'autres. Bon, nous les connaissons, mais l'ensemble, franchement, l'ensemble est bien. Même satisfaction pour ces deux jeunes oléiculteurs récompensés dans 3 catégories. La France compte énormément d'huiles d'olive différentes. Se démarquer est forcément un plus. Pour nous, c'est une très très belle récompense. On est vraiment très fiers d'avoir eu ces médailles cette année à Paris. Et c'est vraiment l'aboutissement de tout un travail d'une année. Voilà. Sur vraiment le travail sur la qualité, non seulement de la culture de l'arbre, et aussi de la fabrication de l'huile. C'est aussi l'occasion de faire parler de l'huile de Haute-Provence, une culture un peu à part, au terroir particulier. On dit que l'altitude favorise le développement d'arômes dans les olives, donc dans l'huile. Je pense qu'on en bénéficie. On a un terroir également bien caillouteux, très adapté à la culture de l'olivier, puisqu'on a des arbres multicentenaires. Et donc tout ça fait qu'on a une huile de qualité à la base. Après, voilà, c'est à nous à bien le mettre en valeur dans la bouteille. Économiquement, les médailles obtenues au Salon de l'Agriculture de Paris sont un véritable bonus. Les ventes, en général, sont multipliées par 2. Et autre récompense au concours général agricole, les miels de Provence qui ont remporté 15 médailles, 7 d'or et 8 d'argent. À savoir. Une promenade dans les Alpes d'Haute-Provence encore. Le musée préhistorique de Quinçon propose un voyage dans le Paléolithique inférieur. On découvre des outils en pierre façonnés par les Homo erectus et la pointe de Quinçon fait presque mieux que le silex. Véronique Bouvier, Léo Santofanti. Les réserves du musée préhistorique renferment des merveilles. Exemple, ces pointes de Quinçon trouvées il y a une 60aine d'années dans les Alpes de Haute-Provence, dans la grotte de la Bonne-Baume. Un outil préhistorique jusqu'alors totalement inconnu. On ne sait pas exactement, c'est comme on peut le dire aussi pour le biface, c'est des outils qui ont pu servir à plusieurs usages. La pointe de Quinçon est assez robuste, elle a pu servir pour racler, pour couper, même peut-être pour percer. Jusqu'à aujourd'hui, ces pièces datant de près de 380 000 ans n'étaient pas visibles du grand public. C'est maintenant chose faite. Cette collection exceptionnelle de 145 pointes est présentée dans son intégralité le temps d'une exposition. On la trouve surtout en Europe, on la trouve en France, en Italie, mais on la retrouve aussi sur des sites en Asie comme le Kirghizistan, en Chine, en Corée. Et on retrouve aussi quelques pointes de Quinçon au Proche-Orient. Cette exposition est unique d'un point de vue archéologique. Elle permet de mettre en lumière un type d'outil peu connu et très peu étudié. À Serre-Chevalier, dans les Hautes-Alpes, la photographie a pris de la hauteur. Un village nomade à 2000 mètres d'altitude propose aux skieurs de découvrir l'univers de 5 photographes renommés comme Jonas Bendiksen de l'agence Magnum ou encore Eugenia Arbagueva, une Russe, qui a saisi le quotidien des chasseurs d'ivoire de mammouth. Reportage Louis Aubert, Valérie Bourg. Il fait un temps de chien au sommet de Serre-Chevalier. Le vent s'est levé. Bientôt, la station va fermer. Il faut redescendre dans la vallée. Heureusement, un peu en contrebas, un village nomade pour faire une pause, se réchauffer dans une yourte authentique de Mongolie. Et c'est l'occasion de faire la connaissance de 5 photographes de renommée internationale. Cette année, dans la yourte, on met en avant l'exposition de Mathieu Palais, qui est allé en Afghanistan rencontrer pendant 3 hivers et 2 étés les Kirghizes qui habitent le Petit Pamir. Ce peuple kirghize est donc sur le territoire afghan depuis le XVIIe siècle et habite dans un endroit extrême qui est le Petit Pamir à 4200 mètres d'altitude. Dans chaque tente, des photographies différentes, des photographies du bout du monde, mais toutes ont un trait commun. Elles témoignent du quotidien de peuples qui vivent dans des conditions de froid extrême, comme les chasseurs de défense de mammouths fossiles, ou encore le peuple des Inuits. Le froid toujours, mais là, il s'agit d'ours polaires. C'est très agréable de s'arrêter ici 10 minutes, un quart d'heure, et puis
de lire tout ce qui est à l'intérieur, de se cultiver un peu et puis de se réchauffer. À Serre-Chevalier, l'art prend l'air. Il invite les skieurs à prendre leur temps, à faire une pause et découvrir d'autres univers, du froid et de la neige. Dans quelques instants, vous pourrez suivre les journaux de Marseille et Toulon. Toulon a suivi la journée annuelle de formation des civils réservistes. Marseille vous proposera une rencontre avec une jeune fille qui vient de publier un livre pour parler du harcèlement dont elle a été victime à l'école. Sur le site internet de France 3 Provençal, vous retrouvez bien sûr toutes nos informations, l'actualité, mais aussi la journée de recrutement pour les emplois saisonniers sur les îles de Paul Ricard, Bandor et les Ambiers. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de passer une bonne soirée.